Donc Jean-Pierre, tu sais à quel point je considère le place des patients, mais je te laisse la parole avant de pouvoir parler du deuxième projet innovant. Et je vous rappelle, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat. À toi, Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité et puis par mon intermédiaire d'avoir la voix des usagers, donc de France Asso Santé. Alors d'abord, si vous faites France Asso Santé automédication, vous tombez sur le site de France Asso Santé sur une fiche pratique sur l'automédication qui m'a inspiré notamment pour balayer très vite le contexte puisque c'est ce qui s'était demandé. Comme l'a dit Marie-Josée, commencez juste à dire que l'autonomie des patients, alors c'est le patient médecin lui-même ou l'auto-soin, c'est à la fois une revendication, une tendance assez forte qui peut s'exprimer avec l'automédication, mais aussi au recours de 4 Français sur 10 à des thérapies complémentaires. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je tenais à le dire. Donc d'abord, cette autonomie, ça a été dit, elle doit s'appliquer à des symptômes et des pathologies bénignes, des symptômes simples, on peut dire, souvent très bien connus de la personne et nécessitant pas de bilan initial. Et donc, elle vient alimenter l'armoire à pharmacie. Et évidemment, elle offre la capacité d'avoir une action directe, presque immédiate, sur un certain nombre de symptômes. Donc, juste pour revenir sur le contexte, on a cité le rapport d'Alain Coulon de 2007 sur la dimension économique qui apparaît très fortement quand on essaye de comprendre un peu l'automédication. Il faut rappeler qu'elle est faible en France parce qu'on a une forte intensité des prescriptions des médecins. En réalité, 90% des consultations médicales se concluent par des prescriptions, contre 72% en Allemagne, 50% aux Pays-Bas. Donc donc il y a l'attachement des Français à l'automédication certes, mais aussi à la prescription médicale qu'on peut prendre en compte. Sur la prise en compte des besoins, des contraintes croissantes. Donc il y a le vieillissement de la population, il y a des formes de médicalisation de la société qui peut interroger. Dans le contexte du Covid, on a un contexte anxiogène favorable à l'expression parfois d'une symptomatologie légère, mais pas toujours légère, avec un haut niveau d'anxiété pour une partie de la population, surtout ceux qui sont touchés. Et ça, France Asso Santé mène une étude auprès de 4000 personnes qui s'appelle Vivre Covid. On en aura bientôt les résultats intermédiaires. La démographie médicale et la fréquentation des urgences, on en a parlé. Nous, on regarde évidemment à France Asso Santé la notion de délégation de tâches, non seulement dans les déserts médicaux, mais aussi pour la notion liée à la notion de parcours, c'est défragmenter les prises en charge et d'améliorer les parcours de soins. Et ça va miser sur une information de qualité. Il faut aussi déshabituer les Français, quelquefois, à des surconsommations qui ne sont pas toujours utiles, des multiplications d'actes et d'examens pas disponibles. Donc, on va je reviendrai sur le rôle du DMP et d'autres outils technologiques. Ce qu'on trouve dans la fiche de France Asso Santé sur l'automédication, c'est une préoccupation majeure des associations, puisqu'elles vont jusqu'à dire quand même, pour ensuite le commenter, automédication égale danger. Il faut lire danger potentiel, bien entendu. Mais néanmoins, on a un problème de consommation parallèle et différenciée, à la fois de la prescription médicale proprement dite, de l'automédication et, comme je l'ai dit, du recours de plus en plus fréquent à des thérapies complémentaires plus ou moins bien régulées. Donc, il y a des problèmes d'interaction, de surdosage, d'effets secondaires, de polymédication, notamment surtout sur les personnes âgées. Donc, comme ça a été dit dans l'approche, on a besoin d'une meilleure circulation de l'information, d'une communication adaptée avec les patients et les âgés et entre les professionnels de santé. C'est l'objet visiblement du projet qui a été présenté en avant-première par M. Bazillac. Donc, vous savez qu'on est dans un contexte de relance du DMP et surtout de relance d'espace numérique de santé, Ma Santé pour janvier de l'année prochaine. Quant au rôle du pharmacien, on le regarde évidemment avec attention, à la fois sur sa capacité à faire des vaccinations, à introduire des TROD. Il y a les bilans pharmaceutiques, beaucoup de pharmacies ouvrent des espaces de santé et a priori, on n'est pas contre l'apparition du rôle de pharmacien correspondant travaillant de concert avec le médecin. Donc, on comprend bien qu'il y a une évolution indispensable des modes d'exercice. Je passerai sur l'article 51 et la modification des structures professionnelles. Donc, et au passage, n'oublions pas l'éducation thérapeutique. Donc voilà, donc remerciements à l'association pour présenter ici ces quelques réflexions. L'idée aussi, c'est de faire
de faire évoluer les habitudes de consommation des Français. Les rendre autonomes, responsables, c'est aussi accompagner la description. Donc moi, je parlerai bien de sobriété médicamenteuse, et ça doit aller aussi jusqu'à la promotion des interventions non médicamenteuses et la réorientation sur l'éducation thérapeutique, ou plutôt une éducation pour la santé. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je vous remercie. Lorsque on parle effectivement de tous ces projets, ça veut dire qu'ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Est-ce que les patients seront favorables à ce que soit payer eux-mêmes ce parcours de soins, ou bien est-ce qu'ils attendent que les assureurs complémentaires prennent le relais? Bon, on est sur un dispositif où l'assurance maladie obligatoire et complémentaire conjointement assure un niveau de prise en charge qui est excellent dans une comparaison internationale. Donc le reste à charge, sauf cas d'exception, et il y en a, notamment chez les plus défavorisés, peut être considéré comme satisfaisant, c'est-à-dire faible en France. Donc je dirais tout élément de nature à modifier complètement cet équilibre sera évidemment mal perçu. Ok. Donc il faut mais il serait favorable à ce que, oui, il serait favorable à ce que les assureurs complémentaires puissent compléter l'assurance maladie lorsqu'il n'y a pas de prescription. En tout cas, ce que j'avais l'intention de dire, c'est qu'il faut voir évoluer des modèles d'affaires, pour parler crûment, si on le voit au niveau des prestataires de santé, et ça va vers ce qu'on appelle le passage du volume vers la valeur. Donc l'alignement des stratégies des assurances maladies obligatoires et complémentaires est un élément de succès, c'est ce que je peux dire, vu leurs places respectives les uns les autres. Pour l'instant, si on veut défragmenter, il faut plus qu'il y ait de silos. Au passage, ça a été très bien dit dans la réforme Obamacare, vous savez, qui aboutit à essayer de forfaitiser au maximum et de réduire au minimum le paiement à l'acte aussi bien en ville qu'aux États-Unis. Il y a eu une recherche de plus que de synergie, d'articulation la plus efficace possible entre les obligatoires et les complémentaires, si je puis dire. Enfin, dans leur système, c'est les fédérales et les privés. Donc, je pense que ce sera indispensable en France d'avoir cette articulation pour conserver un niveau de remboursement qui reste équivalent à ce qu'il est aujourd'hui, au total. Merci Jean-Pierre. Nathalie a des questions? Oui, alors j'ai des questions, un commentaire. Réduire la sécurisation à un protocole développé par des sociétés savantes est un peu réducteur vis-à-vis des pharmaciens. Donc ça, je dirais que c'est le commentaire. Les questions, elles sont très concrètes. C'est est-ce que vous allez lancer une expérimentation sur ce projet de parcours de soins? Comment est-ce qu'il est accueilli par les autorités de santé? Est-ce que vous avez un calendrier pour sa mise en place? Donc voilà, des questions très pratiques sur la mise en œuvre de ce parcours de soins. Et puis une autre question un petit peu différente concernant l'autodiagnostic. Ou le diagnostic des proches pour savoir quels accompagnements existent aujourd'hui pour améliorer la sécurité de l'automédication dans tout ce qui est autodiagnostic. Voilà. Eric, est-ce que tu peux répondre à la première question? Je ne doute pas d'ailleurs que les échanges au cours de la table ronde suivante y reviendront. Non, les algorithmes décisionnels ou d'orientation qui ont été élaborés par les sociétés savantes et qui en tout cas prennent ancrage dans de la littérature, hein, elles procèdent du fait que eh bien on ne souhaite pas laisser évidemment à l'improvisation des parcours de soins et qu'un élément de sécurité nous semble minimal lorsque les protocoles répondent à des conduites à tenir qui ont été effectivement validées. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est très opérationnel. Si je prends l'exemple de l'angine, par exemple, l'angine, l'idée c'est qu'un patient arrive avec un mal de gorge à l'officine et que le pharmacien sera invité évidemment à connaître la population à risque et vis-à-vis de cette population à risque, l'orientera immédiatement vers une consultation médicale. S'il s'agit de femmes enceintes, par exemple, de patients immunodéprimés, de patients très âgés et fébriles ou de patients avec un état général altéré.
Ensuite, pour les patients qui ne seraient pas dans ces cas de fragilité particulière, eh bien, le pharmacien est invité par un interrogatoire à pratiquer ce qu'on appelle un score de Mac-Isaac, qui cherche à renseigner la présence de fièvre, l'absence de toux, la présence de ganglions, les atteintes amygdaliennes, et c'est un score qui se bâtit de manière très très rapide et très facile, et en fonction du taux obtenu au score, eh bien, il y a une orientation, soit vers la pratique d'un test de diagnostic rapide, d'un TROD, et soit vers immédiatement la considération qu'il s'agit là très probablement d'une angine virale qui peut donner lieu à des conseils et à un traitement symptomatique. Et le TROD éliminera les cas où, bien sûr, s'il était positif, il faudrait orienter le patient vers les médecins. Vous voyez, c'est aussi simple que cela, et nous avons établi avec le concours des sociétés savantes ce genre d'arbre d'orientation pour chacune de ces trois pathologies. Merci beaucoup, Eric.